Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Vaquier. Bienvenue sur les héros de la vente, le podcast à écouter pour devenir le meilleur vendeur de votre boîte. Nous allons, grâce à des invités exceptionnels, analyser les bonnes pratiques pour exceller dans cette discipline si particulière qu'est la vente. Ce podcast est un projet soutenu par l'entreprise Vyfe, V-Y-F-E, éditeur d'applications de vidéo training pour former et entraîner les commerciaux grâce à la vidéo. Bonjour à tous, on est sur un nouvel épisode des héros de la vente. Aujourd'hui, épisode particulier puisqu'on va parler d'inbound marketing. Donc j'accueille Gabriel Rigaloff de l'agence 1 minute 30. Donc c'est une agence d'inbound marketing. Gabriel, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Ouais, mais je suis content, on va parler d'inbound marketing. J'en parle souvent dans les épisodes et là c'est vrai qu'on a un épisode consacré. Donc aujourd'hui, l'épisode ça va être consacré au storytelling dans la vente. Tu vas nous en dire un peu plus, mais avant ça, Gabriel, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr. Alors, moi donc je m'appelle Gabriel Rigaloff, comme tu as pu le préciser gentiment. Je suis actuellement donc le directeur commercial de l'agence 1 minute 30. L'agence 1 minute 30, pour la présenter rapidement, donc existe depuis 2012. C'était l'agence pionnière en fait sur le concept d'inbound marketing. On est à la fois une agence d'accompagnement stratégique et opérationnel sur notamment de la production de contenu pour faire du marketing d'expertise, du marketing B2B. Le concept d'inbound marketing, nous on le résume de la façon suivante: une marque doit devenir son propre média et convertir son audience en client. Et donc cette mécanique sous-entend la mise en place de processus et d'une approche systémique pour définir une ligne éditoriale et produire finalement des contenus et générer une audience comme un média le ferait. Comme je le disais, on accompagne donc nos clients à la fois sur la définition des stratégies et sur leur déploiement opérationnel avec un double niveau de suivi, du consultant plutôt senior qui va avoir une maîtrise des enjeux sectoriels et qui va donc initier les stratégies de contenu, et un suivi opérationnel avec des profils chefferie de projet qui vont venir concaténer un certain nombre de ressources opérationnelles pour produire des contenus d'expertise et finalement délivrer des contenus de qualité pour nos clients pour qu'ils puissent s'inscrire dans des relations partenariales avec leurs acheteurs qui sont des acheteurs B2B, chevronnés, digitalisés, qui maîtrisent leur métier et qui souhaitent finalement être accompagnés dans leur parcours d'achat à travers de la création de contenu qui les aide à faire le travail au quotidien et à prendre les bonnes décisions. Ok, merci pour la présentation. Juste avant de rentrer dans le sujet, pour ceux qui ne connaissent pas le terme d'inbound marketing, est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? A priori, la genèse de l'inbound marketing, donc c'est un concept qui a été créé début des années 2000 par un éditeur de logiciels américain, donc les Américains toujours un peu en avance, qui s'appelle HubSpot. Et donc en fait, ce qui s'est passé a priori, c'est que le fondateur d'HubSpot a constaté que à New York, les trains qui sortent de Manhattan s'appellent les outbound trains et les trains qui rentrent à Manhattan s'appellent les inbound trains. Donc le concept d'inbound, c'est vraiment faire venir à soi, faire rentrer. Et donc l'objectif, c'est de mettre en place un parcours de conversion qui va permettre à un inconnu de découvrir votre marque et puis petit à petit avancer et être converti dans son cycle d'achat en consommant de plus en plus de contenu et en progressant finalement dans son parcours d'achat. Parcours d'achat qui, en vente B2B, finit toujours par un contact commercial. Donc finalement, cet acheteur B2B qui s'est baladé sur la toile, a découvert vos podcasts, vos vidéos, vos articles de blog, vos livres blancs, finira à un moment donné, puisqu'il est convaincu par votre expertise, par prendre contact avec vos équipes commerciales. Et c'est là finalement que mon sujet à moi d'expertise un petit peu plus précis rentre en jeu, à savoir l'alignement marketing-vente et l'inbound sales. Donc effectivement, quand cet acheteur déclenche un call avec un commercial, il se veut voir dispenser des informations personnalisées, plus pointues, qui seront adaptées finalement à ses enjeux business et qui vont plus loin finalement que la conversation qu'il a déjà eue en ligne avec votre marque. Et donc l'objectif pour moi et l'objectif pour mes équipes commerciales, c'est effectivement d'atteindre un niveau finalement d'argumentaire qui va plus loin que la simple, diction d'un argumentaire de vente ou d'un pur diagnostic commercial comme on peut le voir, mais vraiment d'aller plus loin dans la personnalisation des arguments et dans l'illustration finalement des propositions d'accompagnement par des cas très concrets. Et c'est pour ça effectivement que j'en suis venu au storytelling dans la vente.
D'accord. C'est super comme anecdote. Je ne connaissais pas l'histoire du créateur de HubSpot. Alors, c'est vrai qu'HubSpot, on le cite souvent dans les épisodes. C'est un des précurseurs du coup de l'inbound marketing, vu qu'ils ont inventé le terme. Tu peux nous en dire aussi quelques mots sur cette boîte? C'est un énorme éditeur de logiciels américain qui a été un des premiers, je pense, à comprendre en fait l'importance de l'utilisation du média digital pour créer une relation personnalisée avec ses clients, quoi. C'est que, si vous voulez, la mise à disposition des outils digitaux a complètement révolutionné la relation en fait entre un acheteur B2B et son vendeur. Et je pense qu'effectivement, HubSpot a été un des premiers à comprendre qu'il fallait à la fois accompagner les marques dans cette transition sur le contenant, mais également sur le contenu. Et c'est pour ça que HubSpot a une agence propre qui crée des contenus également pour ses clients et qu'ils ont monté tout un tas de partenariats avec des agences éditoriales qui viennent finalement à la fois accompagner les entreprises sur le déploiement de la solution technique HubSpot, mais également sur tout le contenu qui vient être branché sur l'outil, quoi. Ouais. Mais nous, on n'est pas particulièrement une agence HubSpot, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de solutions logicielles qui font la même chose. Donc voilà, on est nous indépendants vis-à-vis des solutions logicielles du marché. Ouais, d'accord. C'est vrai qu'ils ont été très forts sur l'aspect. Ils proposent à la fois un CRM gratuit pour les forces commerciales. Ils proposent une solution de marketing automation qui, elle, pour le coup, est plus chère pour les forces marketing. Et en plus, ils proposent toujours du contenu à forte valeur ajoutée. Et c'est vrai que, en fait, finalement, le l'inbound marketing, c'est créer du contenu à forte valeur ajoutée pour attirer les gens vers soi. Et comme tu l'as expliqué avec l'exemple du train. Ok. Oui, tout à fait. Mais c'est vraiment exactement ça. Moi, vraiment, je bénéficie en fait d'un gros marketing entrant parce que l'agence 1 minute 30 s'est appliquée à elle-même finalement qu'elle préconise à ses clients depuis sa création. Donc aujourd'hui, nous, on est quand même un média de référence sur le sujet de la com, du market. On fait 150 000 visiteurs uniques par mois, ce qui est quand même pas mal pour une agence B2B. Et finalement, moi, je constate au quotidien les bienfaits de ce que je préconise à mes clients, puisqu'en tant que DIRCO, je reçois 4 à 5 rendez-vous qualifiés avec des prospects par jour qui viennent, m'appellent et me soumettent des problématiques pour être accompagnés finalement sur leurs enjeux stratégiques. Voilà. Ouais, et ces gens-là, quand ils m'appellent, ils ont conscience de ma stratégie de contenu, ils savent ce que c'est l'inbound marketing parce qu'ils ont lu des articles de blog sur mon site, ils ont téléchargé mes livres blancs, ils ont reçu mes scénarios de nurturing en marketing automation, peut-être même qu'ils ont lu le bouquin, donc Croître ou mourir, je fais un peu de pub pour mon boss, Croître ou mourir, il faut choisir. Donc potentiellement, effectivement, ces acheteurs savent quel est mon métier, connaissent mon agence, ont déjà eu une discussion digitalisée avec ma boîte, et le jour où ils décrochent leur téléphone et ils viennent me soumettre leurs problématiques, ils s'attendent à ce que le niveau de discours soit supérieur à ce qu'ils ont pu voir sur Internet et s'attendent à ce que la discussion aille plus loin et qu'on illustre finalement de façon beaucoup plus précise la proposition de valeur qu'on a à leur faire. Ouais. Puis c'est vrai que le métier de commercial est tout de suite plus facile quand tu as des leads qualifiés qui viennent vers toi, qui connaissent déjà en grande partie ta proposition de valeur, que quand tu dois aller chercher des leads froids à la force commerciale. Donc c'est tout de suite plus agréable. Ouais. Je suis à la fois d'accord et pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Je vais y apporter une nuance. Je suis pas sûr que ce soit moins compliqué. C'est-à-dire qu'effectivement, pour avoir fait de la prospection en cold calling sur mes autres expériences professionnelles, je sais ce que c'est que de se prendre 90 recals par jour pour obtenir un rendez-vous. Et la frustration d'ailleurs que ça peut donner d'obtenir un rendez-vous pour quelqu'un d'autre que soi-même. Voilà, s'il y a des SDR qui m'écoutent, ils sauront de quoi je parle. Mais au-delà de ça, je pense qu'il n'est pas beaucoup plus facile finalement d'engager des conversations d'expert à expert. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez des acheteurs qui, s'ils savent déjà tout de vous, vous rendent la tâche plus complexe, puisque finalement, c'est là qu'il faut être tactique, c'est là qu'il faut réussir à avoir des anecdotes intéressantes, il faut réussir à avoir, je dirais, dans sa besace, un certain nombre d'illustrations de cas concrets qui non seulement humanisent la relation, mais en plus, je dirais, te font passer de la simple présentation de plaquettes à, je dirais, un partenaire business potentiel. Et ça, c'est pas facile. D'accord.
Ouais, d'où l'importance de la formation de tes commerciaux. Et donc, tu es en train de mettre en place cette formation d'abord pour ta boîte, donc le storytelling dans la fonction commerciale, dans la vente. Et donc, Absolument. voilà, ça m'amène à la question, pourquoi tu as mis en place cette formation et pourquoi ce sujet, selon toi, est important et pourquoi on l'aborde lors de cet épisode? Alors, je pense effectivement que bon, nos auditeurs n'ont pas particulièrement de doute sur la pertinence en fait du storytelling parce que c'est quand même quelque chose qui se fait dans la com, dans le market, dans la politique, enfin, je veux dire partout. Depuis 15 à 20 ans, on a vu émerger le storytelling pour redonner du sens, créer de la cohérence, améliorer la vente, etc. J'ai d'ailleurs une anecdote pour illustrer ça qui est quand même assez marrante. C'est-à-dire qu'il y a un mec un jour, il est parti sur eBay et il a acheté en fait 200 objets à moins de 99 centimes de dollars sur la plateforme eBay. Et il a envoyé finalement les photos des objets à 200 auteurs et il leur a proposé d'écrire des histoires sur ces objets. Donc les auteurs avaient quartier libre et se sont amusés à écrire de superbes histoires, etc. Et il a fait 8000% de profit. C'est-à-dire qu'il les a revendus, c'était le même produit avec la même spec produit, simplement il y a rajouté une petite histoire derrière, ce qui a créé finalement un engagement auprès de la communauté d'acheteurs qui lui a permis de faire 8000% de profit, ce qui est quand même pas déconnant. Donc ça c'est pour un peu illustrer finalement la puissance du storytelling marketing. Moi je suis venu sur le storytelling de la vente parce qu'en fait on a découvert un auteur donc, qui s'appelle Mike Adams, qui est un auteur australien qui a été en fait un commercial B2B dans de la vente complexe sur à la fois des solutions logicielles et puis après sur le BTP, sur les infrastructures, etc. Donc il y a quelqu'un qui a quand même une belle maîtrise finalement de ce que c'est que la vente complexe, les cycles de vente longs, etc. Et qui a formalisé finalement toute son expérience professionnelle sur vraiment une thèse, à savoir les commerciaux pour créer du lien et pour maximiser l'impact de leur discours commercial doivent apprendre à raconter des histoires. Raconter des histoires, ça ne veut pas dire n'importe quoi, vous l'aurez compris, mais c'est difficile de le traduire finalement de l'anglais au français, puisque en français, raconter des histoires, ça a une dimension une connotation un petit peu péjorative, ce qui a priori ne devait pas être le cas. Et finalement, la thèse de cet ouvrage, c'est qu'il existe 7 types d'histoires. Donc c'est vraiment 7 types d'histoires. Quand je vais vous les décrire, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment extrêmement intuitif. Vous voyez, c'est vraiment le genre d'ouvrage, quand on les lit, on referme le bouquin, on se dit mais c'est bien sûr, pourquoi j'y ai pas pensé avant. Et c'est finalement 7 types d'histoires qui sont organisées en 3 grandes familles d'histoires et qui permettent finalement de venir créer du lien, de générer de l'émotion et de renforcer finalement la relation qu'on va avoir avec son prospect. Si je devais finalement résumer le pourquoi raconter des histoires, je le dirais de la manière suivante. L'objectif, c'est vraiment de connecter au niveau émotionnel et personnel avec son interlocuteur, pardon. Et l'objectif finalement, c'est de transmettre la confiance, le respect de l'autorité, pour que finalement votre acheteur soit à la fin d'un call avec votre commercial convaincu que vous êtes un partenaire business sérieux qui peut lui apporter des solutions concrètes. D'accord, super. Alors du coup, j'imagine que tu anticipes ma prochaine question. Quelles sont ces 7 histoires? Est-ce que déjà tu penses qu'on a le temps de les aborder rapidement lors de cet épisode et donc voilà, je te donne la parole. Ouais, je vais donner, je pense, une big picture, Ouais. comme on dit. Donc, il y a vraiment 3 types d'histoires. La première, c'est ce qu'on appelle les histoires crochet, ou les histoires hameçon, donc qui sont vraiment là pour, je dirais, connecter au niveau émotionnel avant de pouvoir rentrer dans la phase de diagnostic commercial, puisque en gros, hein, lorsque vous êtes un commercial B2B, vous passez toujours par une phase de diagnostic, une phase d'analyse de la situation de votre client, qui nécessite qui est, je dirais, une relation carte sur table. Voilà. Parce que souvent, les acheteurs en B2B disent pas tout, ils disent pas tout de leurs vrais enjeux personnels, ils ne disent pas tout de leur, je sais rien, dans la situation avec leur patron, avec leur femme, avec ce que vous voulez, qui va peut-être les handicaper finalement dans leur décision d'achat, et ou surtout distordre les informations qu'ils vont vous donner. Donc l'objectif, c'est d'abord de connecter au niveau émotionnel, et ça se fait donc par les histoires crochets. Histoires crochets qui sont réparties sur 3 types d'histoires. Donc c'est votre personal story à vous, dont vous êtes le héros. Donc c'est vraiment comment, je dirais, jouer carte sur table avec votre acheteur, lui décrire votre vie, vos émotions, pourquoi vous faites votre métier, etc. Donc il y a tout un processus à suivre finalement pour bien construire une histoire. Donc,
pas sûr qu'on va rentrer là-dedans sur le podcast parce que c'est pas facile à illustrer de façon purement orale. Mais l'objectif, effectivement, avec cette personal story, c'est vraiment de jouer carte sur table pour permettre à l'autre de se confier, montrer ses propres vulnérabilités, montrer ses faiblesses, montrer qu'on n'est pas un héros et finalement venir connecter au niveau personnel avec son interlocuteur. Le deuxième type d'histoire crochet, ça va être les key staff stories. Donc c'est vraiment, je dirais, l'histoire personnelle. Donc c'est vraiment le pendant de votre histoire personnelle, mais c'est l'histoire personnelle de vos collaborateurs clés. Donc potentiellement, si dans votre dispositif, là je l'illustre avec ma boîte, j'ai un client qui vient me voir, qui est sur un marché software B2B, je vais penser tout de suite à un de mes consultants qui a une expertise software B2B et je vais raconter son histoire à lui. C'est-à-dire que quand je vais venir introduire mon consultant, je vais le faire avec un maximum d'empathie. Je vais essayer de vraiment raconter pourquoi mon consultant fait ce métier-là, pourquoi il a une expertise B2B, qu'est-ce qu'il ressent quand il accompagne ses clients, etc. Donc là, je vais vraiment délivrer la personal story de mon consultant plutôt que de me mettre moi en avant, ce qui n'apporte pas forcément de valeur ajoutée à la conversation. Et le troisième type d'histoire, c'est vraiment sur la création de votre boîte. Je pense qu'il y a beaucoup de commerciaux en fait qui ignorent totalement quelle est la genèse de leur entreprise, ou en tout cas ils savent ce qu'il y a sur le site internet dans l'onglet nos valeurs, notre histoire, mais c'est quand même pas très riche en termes d'histoire. Et je pense que chaque commercial finalement gagnerait à passer du temps avec les fondateurs de sa boîte, dans la mesure du possible, s'ils sont encore en place et vivants. Mais l'objectif étant effectivement de venir collecter les sentiments du fondateur, les valeurs profondes du fondateur, le pourquoi il a créé la boîte, quelles étaient ses galères au début de la création de la boîte, etc., etc. Parce que finalement, naturellement, on se retrouve à donner des petites anecdotes un petit peu croustillantes, un petit peu humaines, qui vont venir tout de suite mettre l'interlocuteur en fait dans une position de détente, une position de confiance et lui permettre de se lâcher sur ses enjeux personnels. D'accord. Donc là, on est plutôt sur du storytelling, mais sur soi, en fait. C'est ça. C'est soit sur soi. Là, on est vraiment sur la phase de connexion émotionnelle, quoi. Là, on n'est pas dans le rationnel. Là, on n'est pas dans l'argumentaire de vente. On n'est pas encore rentré dans la phase de diagnostic. On est vraiment sur quelque chose. Alors, c'est vrai que moi, j'ai déjà commencé à tester cette mécanique à la fois sur mes différents prospects, mais surtout sur des populations que j'essaye de former, donc les différents collaborateurs. On a l'impression que c'est difficile à faire. Dans une conversation B2B, on se dit tiens, si je parle à mon acheteur de mes émotions, de ce que j'ai fait le week-end dernier ou de comment se sentait mon patron quand il a créé la boîte, je vais l'ennuyer, je vais lui faire perdre son temps. En fait, pas du tout, c'est pas ça qui se passe. C'est bien au contraire, les gens sont très enclins à vous connaître mieux. Je pense qu'on se confie beaucoup plus facilement à un ami qu'à un inconnu. L'objectif, c'est que vous deveniez ami avec votre acheteur, et ça ne passe que par le fait de jouer carte sur table. Et donc, en soi-même, prenant le lead sur la conversation et en lâchant ces petites informations qui, encore une fois, ne vous dépeignent pas comme un héros. L'objectif, c'est pas de mentir, c'est pas d'en faire trop. L'objectif, c'est au contraire de montrer qui on est vraiment, avec ses forces et ses faiblesses, pour que la personne en face de vous se sente à l'aise de faire la même chose. Et finalement, quand vous comprenez quelles sont les forces et les faiblesses de votre acheteur, vous savez comment l'accompagner pour qu'il, lui d'abord, soit convaincu de votre proposition, mais surtout que derrière, il arrive à convaincre son codir, ses autres décisionnaires, ses collègues, et que finalement, vous êtes la bonne boîte pour les accompagner. D'accord. Donc, j'imagine que c'est l'enchaînement des trois histoires dont tu as parlé. C'est ensuite de se rapprocher de l'histoire du client, enfin du prospect. Alors, c'est-à-dire que ces 7 types d'histoires ne vont pas être utilisées tout le temps. Ah oui, d'accord. Elles vont être utilisées en fonction de la conversation, en fonction de votre interlocuteur. C'est-à-dire que c'est une science sociale, donc c'est pas une science exacte. Ça marche pas à tous les coups, ça dépend de l'interlocuteur qu'on a en face, ça dépend de comment se déroule le call, etc. Donc évidemment tout ça c'est à prendre avec des pincettes, ça ne reste que de la théorie, mais de la théorie qui d'une certaine manière peut rapidement et facilement être déployée de façon opérationnelle et on peut très vite en constater les effets. Voilà. D'accord. Donc effectivement l'objectif c'est aussi de savoir sonder son interlocuteur, comprendre quel type d'histoire va l'intéresser et quel type d'histoire est superflu. Voilà. Et sur cette première phase, moi je suis assez convaincu que finalement passer par son histoire personnelle, l'histoire de la création de sa boîte et l'histoire potentiellement de un ou deux interlocuteurs clés qui auront un rôle à jouer dans le projet du client, c'est vraiment quelque chose de nécessaire. D'accord. Et donc ensuite, quels sont les autres types d'histoires? Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Donc derrière la seconde phase, là c'est vraiment quand on commence à rentrer finalement sur, je dirais, une argumentation beaucoup plus rationnelle finalement.
c'est ce qu'on va appeler les histoires de différenciation. C'est quand même très rare en vente B2B qu'une entreprise ne soit pas mise en concurrence. Je veux dire, vous pouvez avoir le meilleur marketing du monde, avoir une marque ultra canon et des références clients en béton, vous serez toujours mis en compétition pour venir effectivement challenger votre proposition sur des aspects qu'on connaît tous très bien, la value proposition, les délais, le budget, l'équipe projet, etc., etc. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'histoires qui visent, elles, à venir illustrer finalement vos propositions de valeur avec des cas concrets. Mais l'objectif, c'est de raconter des histoires desquelles vous n'êtes pas le héros. Voilà. Donc il y a deux types d'histoires. Il y a ce qu'on va appeler les success stories et les inside stories. Donc vraiment, les success stories, j'ai pas besoin de traduire. Inside story peut-être un petit peu plus. C'est vraiment des histoires qui visent à raconter comment les gens de chez vous ont généré des idées gagnantes. Oui. Mais l'objectif, encore une fois, c'est surtout de s'extraire de la position de héros, parce que en fait, la plupart des commerciaux tombent toujours dans le travers de venir mettre en avant c'est le moi-je, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus forts, alors que l'objectif, c'est pas ça. C'est-à-dire que si je vous raconte demain que j'ai rencontré un client, j'ai diagnostiqué ses problématiques, j'ai mis en place les leviers qu'il fallait pour qu'il atteigne la croissance et j'ai obtenu des super résultats, bon, à la fin, vous vous dites, ok, très bien, c'est pas humanisant, c'est un cas client, j'aurais pu le lire sur Internet, quoi. Par contre, si je vous dis qu'il y a un de mes clients, ça faisait 5 ans qu'il était en galère, qu'il développait sa solution, c'était un techos, il est pas du tout, dans le marketing, c'est pas son truc, il arrivait pas à se vendre, il était à deux doigts de tout arrêter. Puis finalement, un jour, il a rencontré mon boss, il a commencé à se dire, ah bah tiens, c'est vrai que ce serait pas inintéressant d'écrire un livre, en fait, pour défendre ma solution logicielle qui sert finalement à l'innovation grâce au design thinking, quoi. Donc là, le mec commence à se dire, bah tiens, finalement, ce serait pas inintéressant de venir m'adresser à ma cible, qui sont donc des directeurs innovation, en leur proposant un ouvrage qui va les aider à mettre en place des processus créatifs en interne pour générer plus d'innovation. Et au passage, bah boum, on écrit le bouquin pour lui, on parle de sa solution, on fait tout un dispositif RP, il se retrouve à aller défendre son expertise chez BFM TV, et aujourd'hui, il y a le téléphone et le standard qui arrêtent pas de péter parce que les directeurs innovation s'arrachent sa solution. Et vous voyez, vous pouvez raconter la même histoire de deux façons différentes et vous n'êtes plus le héros, vous devenez le guide. Le héros, c'est votre client. Le héros, c'est lui qui a les émotions, c'est lui qui a ressenti les galères, c'est lui qui potentiellement s'arrachait les cheveux, était à deux doigts de faire tout péter. Et un jour, il vous rencontre et finalement, c'est lui qui se rend compte qu'il va prendre la bonne décision pour son futur. Et la bonne décision, il s'avère que c'est travailler avec vous. Voilà. C'est comme ça comment distiller un petit peu ce type de success story sans se mettre trop en avant, sans être dans le moi-je, en laissant, je dirais, la place de héros au client, parce qu'à la fin, c'est toujours le client, le héros de l'histoire. D'accord, donc si je comprends bien, quand tu racontes une histoire dont tu es le guide et non pas le héros, ça c'est ce que tu appelles de l'inside story? Alors ça va être en fait la structure qu'il va falloir suivre pour les success stories et les inside stories. Ok. Surtout sur les success stories en fait, parce que finalement les success stories c'est très orienté cas client. C'est en gros, vous prenez un cas client, pour construire une success story c'est tout simple. Vous prenez votre cas client, vous décrochez votre téléphone, vous allez interviewer votre client et vous lui demandez, bah tiens, avant de me rencontrer, comment tu te sentais? Où est-ce que tu en étais sur ton business? Quelles étaient tes préoccupations? Pourquoi quand tu m'as rencontré, tu t'es dit que potentiellement c'était une solution pour toi, etc. Et donc vous essayez en fait de repartir de votre cas client, mais en allant chercher les émotions, ce qu'a ressenti votre client pour venir encore une fois humaniser ce cas client. Voilà. Donc ça va vraiment être la structure. Et derrière, effectivement, la méthodologie, c'était plutôt la méthodologie, et derrière, effectivement, la structure et la manière dont on va organiser finalement le déroulé de l'histoire. Il s'agit effectivement de tout centrer sur le parcours du héros, jusqu'au moment où, en fait, il finit par rencontrer le guide, et à ce moment-là, je dirais, à trouver finalement une solution à son problème, parce que tous les acheteurs B2B ont des problèmes, et c'est pour ça qu'ils contactent des prestataires. Donc, à un moment donné, ils ont ressenti ces problèmes. Ils ont senti les émotions de se retrouver bloqués dans une situation, les émotions de ne pas avoir assez de leads, les émotions de ne pas ramener suffisamment de business, que sais-je encore, d'être en porte-à-faux vis-à-vis de leur patron. Enfin, vous voyez, ça peut être des choses très rationnelles ou des choses très émotionnelles. Et l'objectif, effectivement, c'est de construire différentes histoires sur vos différents cas clients pour pouvoir dispenser à vos interlocuteurs la bonne histoire. Parce que vous l'aurez compris, pendant que vous donnez votre personal story, pendant que vous collectez finalement la personal story de votre interlocuteur, vous allez venir détecter quels sont ses enjeux et ses problématiques personnelles. Et l'objectif, c'est derrière vous, dans votre base de données d'histoire, d'aller piocher celle qui résonnera le plus avec ses propres émotions.
Vous allez chercher un de vos clients qui avait potentiellement la même typologie que votre interlocuteur. Et vous allez lui parler de ses émotions à lui, qui va résonner. D'accord. Alors, tu me l'as peut-être expliqué, je suis passé à côté, mais je comprends bien ce que c'est les success stories, mais Inside Story, je n'ai pas encore saisi ce que c'était exactement. Alors, Inside Story, en gros, la manière dont on le décrit, c'est vraiment le moment Eureka, quoi. T'es dans une problématique, ça va pas, t'as besoin d'une solution, puis à un moment donné, il y a une idée qui surgit, et puis voilà, quoi. C'est bingo, c'est Eureka. L'objectif, c'est de venir effectivement, encore une fois, raconter une histoire sur le comment le Eureka est arrivé, quoi. C'est-à-dire je veux dire, on se rappelle tous de la pomme qui tombe sur la tête, ou du mec qui est dans son bain et qui se lève et qui se rend compte que le niveau de l'eau descend. Voilà. Et ça, c'est des histoires qu'on nous a racontées quand on était gamin. Et je pense que 100% de la population française probablement connaît cette histoire parce que c'est comme ça qu'on nous l'a raconté et que notre cerveau finalement a associé quelque chose de très concret qui va être la découverte d'une révolution physique ou chimique à finalement une histoire qui est racontée pour des gamins, quoi. D'accord, Voilà. c'est un peu Et l'objectif, c'est ça. C'est un peu des éléments fondateurs dans le parcours. C'est vraiment raconter la genèse du développement intellectuel, parce qu'encore une fois, j'y reviens, l'acheteur B2B a toujours des pain points, il a toujours des problématiques, il est toujours bloqué dans un certain nombre de situations. Et l'objectif, c'est de venir illustrer comment, soit vous, soit quelqu'un de votre entreprise, soit un de vos clients, grâce à vous, a finalement vécu ce moment Eureka et se retrouver à un moment donné à se dire tiens, voilà ma solution, voilà où est-ce que je dois aller, je le mets en place et je mesure les résultats, quoi. D'accord. Voilà, donc le but, voilà, c'est de raconter la genèse finalement de si je raconte l'histoire d'une minute 30, à un moment donné, je vais parler de mon boss et je vais te parler de pourquoi et comment il a eu son Eureka par rapport à l'inbound marketing. Ouais. Et ça, l'illustrer, c'est intéressant. D'accord, donc si je résume, tu as parlé des 3 histoires de soi-même, de ses équipiers, de sa boîte, et ensuite les histoires, donc plutôt success story et ensuite inside story. Donc là, on est à 5, c'est ça? Absolument, on est à 5 histoires sur 7. Ok, et donc il nous reste 2 histoires à aborder. C'est ça. Et donc finalement les deux dernières en gros types d'histoires, c'est ce qu'on va appeler les histoires en fait d'acceptation ou d'accord. En gros, c'est vraiment les histoires qui vont permettre de venir closer le deal. Hein. Donc là, on va pareil avoir 2 types d'histoires, ce qu'on va appeler en fait les histoires de valeur et les histoires d'enseignement. Donc, les histoires de valeur, c'est vraiment venir, raconter entre guillemets de la façon la plus humanisante possible finalement votre value proposition. Donc on est vraiment sur c'est-à-dire que en gros ce que vous devez véhiculer sur une value story, c'est comment vous vous comportez, mais quand ça va mal. C'est-à-dire que c'est assez contre-intuitif en fait. C'est-à-dire que les vendeurs en B2B ont toujours ce réflexe de venir dire tout ce qui se passe bien, et c'est d'ailleurs ce qu'on fait finalement dans les success stories. Donc c'est une phase par laquelle il faut passer, c'est sûr, parce que si vous passez votre temps à cracher sur votre boîte, vous êtes sûr que vous allez closer aucun deal. Mais l'objectif des value stories, c'est aussi de se montrer comme humain. Je veux dire, au bout d'un moment, quand on accompagne une entreprise pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, il y a des problèmes qui vont surgir. Il faut pas se leurrer et essayer de dépeindre une situation où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. À la fin, on arrive toujours par créer un sentiment de frustration chez son interlocuteur parce qu'on a l'impression qu'on se fait bullshiter par un commercial, quoi. L'objectif des value stories, c'est de montrer en fait comment vous réagissez quand les choses vont mal, quel est votre engagement vis-à-vis de votre client quand les choses commencent à partir un petit peu en sucette, quand les délais s'accumulent, que la qualité n'est plus au rendez-vous, etc. Comment réagit votre entreprise, quoi. Et là, vous pouvez encore une fois reconnecter avec ce qu'on appelle donc les key staff stories, puisque finalement, la manière dont vous vous comportez et la manière dont vous défendez vos valeurs dans les moments où ça va mal, c'est la manière dont vos key staff se comportent au moment où ça va mal. Donc, si vous parlez de votre consultant au moment de la value story et que vous êtes en train de closer un deal, il est important de venir illustrer auprès de votre interlocuteur qu'il y a déjà eu un projet client avec ce consultant, qu'à un moment donné, potentiellement, on a pris du retard, que la qualité commençait à dévisser, mais que finalement, le consultant a mis les bouchées doubles, il a rajouté une réunion stratégique gratuite. Enfin, vous voyez, je dis n'importe quoi, mais l'objectif, c'est ça. C'est vraiment d'illustrer comment vos key staff se comportent et comment votre structure se comporte, parce que c'est ça les valeurs profondes.
D'accord, donc Voilà, ça c'est pour la value story. Ça permet d'avoir une posture finalement d'honnêteté aussi vis-à-vis de son prospect. Et on dit souvent, bon là c'est un vieux dicton, mais mieux vaut prévenir que guérir. Donc on peut prévenir qu'on peut par exemple avoir des retards de livraison, mais c'est mieux de le dire que de dire tout va bien se passer, il n'y aura jamais de retard, et puis au final on fait subir une réalité Ah bah c'est ça, différente. hein, c'est pour paraphraser Lénine, l'éternel retour du concret, quoi. Au bout d'un moment, on peut raconter ce qu'on veut, que tout va bien se passer. Je veux dire, il y a aucun projet humain qui reste 100% et toujours dans les clous. Et à un moment donné, il faut se le dire en toute honnêteté. Ça sert à rien, voilà, de venir essayer de dépeindre une situation fantasmée, parce que de toute façon, votre interlocuteur, de façon épidermique, même pas forcément rationnelle, mais épidermique, va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est-à-dire que si au bout d'un moment, vous ne parlez jamais des choses qui peuvent aller mal, bah la personne vous croit pas. Ouais. Voilà, parce que vous n'êtes pas en train de jouer carte sur table, vous dites pas la vérité. Donc l'objectif, c'est de ramener ce type d'histoire au moment où vous commencez à vous rapprocher du closing, parce que finalement le closing, c'est la phase qui est la plus anxiogène pour l'acheteur. Voilà, il engage un budget chez vous qui va au-dessus des 10, 15, 20K. En gros, la personne mouille la chemise. Et au moment où elle met sa signature en bas de la page, soit elle est fondatrice de sa boîte et elle est en train de jouer l'avenir de son entreprise, soit il est directeur marketing ou directeur com ou que sais-je encore, et lui, il est en train de jouer sa peau. Et s'il fait un mauvais investissement, il y a des gens qui perdent leur travail pour ça. Ouais. Donc, pour passer à l'acte d'achat à ce moment qui est extrêmement anxiogène, vous avez besoin d'être coucouné, si je puis dire. Et le cocooning, ça passe pas par raconter les belles histoires, ça passe surtout par raconter comment vous vous comportez quand ça va mal. Voilà, c'est vraiment la conclusion de la value story. Ouais, ça me fait penser aussi à quand on recrute quelqu'un, effectivement la personne qui est capable de parler de ses échecs, ça prouve quelque chose aussi. Ça me fait penser à ça. Bon, oui, mais tout à fait. Hein, mais tu vois, c'est ce que je te disais au début, c'est que tout ce que je te dis là, tout le monde le sait en fait. Oui. Et là, entre guillemets, j'enfonce des portes ouvertes. Mais l'objectif en fait de ma formation, c'est de faire comprendre qu'il y a une structure dans les histoires, et ça c'est quelque chose qu'on n'a pas particulièrement abordé parce que c'est difficile à illustrer uniquement en podcast et sans avoir vraiment une présentation derrière pour illustrer mes propos. L'objectif c'est vraiment de former les commerciaux à la structure d'une histoire bien racontée, mais surtout comment collecter, éditer, stocker et réutiliser la bonne histoire au bon moment. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment l'objet de cette formation. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir effectivement une petite overview théorique sur les différentes histoires telles que je viens de les décrire, leurs objectifs, les émotions qu'elles doivent générer, la manière dont on doit les raconter, mais surtout, c'est derrière la phase opérationnelle, quoi. Comment demain, j'arrive au boulot, je collecte les histoires dont j'ai besoin et comment je les réutilise au quotidien, quoi. Ouais, mais ça, c'est génial parce que du coup, j'ai voulu faire ce podcast justement pour avoir des conseils opérationnels. Et il y a une dernière histoire dont on n'a pas parlé. Tu m'avais dit, c'est l'histoire de... Ouais, absolument. C'est ce qu'on appelle en fait les teaching stories. Okay. Donc là, les teaching stories, en gros, donc les histoires d'enseignement. Je pense qu'on peut l'illustrer assez facilement par le concept d'opportunity cost. Okay. Tout le monde sait à peu près ce que c'est que le coût d'opportunité, quoi. C'est ça coûte plus cher de ne rien faire que de faire, et ça coûte plus cher finalement de rester dans un statu quo que de s'engager dans une direction, faire des investissements, parce qu'en gros vous projetez toujours le retour sur investissement comme argument de valeur. Parce que quand on vient faire un investissement stratégique, en général, c'est parce qu'on attend que ça nous rapporte quelque chose à la clé. L'objectif, c'est effectivement de venir illustrer à votre interlocuteur qu'il y a des gens qui, au dernier moment dans votre relation commerciale, ont décidé de pas s'engager et potentiellement se sont fait griller la place par un concurrent, ont perdu X parts de marché sur un mot-clé qui était super stratégique parce qu'ils n'ont pas voulu suivre votre préconisation. Vous voyez. Donc l'objectif, ça va être de prendre, et là c'est aussi là que c'est intéressant pour les commerciaux, c'est de se dire pourquoi parfois j'ai loupé mes deals, pourquoi j'ai pas réussi à closer, pourquoi mon interlocuteur n'est pas allé jusqu'au bout, qu'est-ce qui lui a fait peur. Et à ce moment-là, une fois qu'on est vraiment honnête vis-à-vis de la relation qu'on a eue avec cet acheteur-là, on est capable de faire remonter des histoires d'enseignement où on va venir présenter son acheteur comme quelqu'un de vulnérable, présenter soi-même le commercial comme quelqu'un de vulnérable qui n'a pas réussi à closer les deals, et derrière, d'en tirer un enseignement, d'en tirer vraiment un enseignement business qui va servir votre interlocuteur à passer à l'acte d'achat. Voilà. Parce que finalement, dans la motivation qui étymologiquement veut dire raison de bouger, il y a deux leviers de motivation. C'est vous allez passer d'une situation A à une situation B qui sera meilleure que la situation A, ou alors vous n'allez pas passer de la situation A à la situation B parce que la situation B serait pire que la situation A.
Oui. Donc l'objectif, c'est effectivement cette deuxième phase, c'est de faire comprendre que ne rien faire coûte plus cher que faire et qu'il est plus risqué de ne rien faire que de faire, surtout dans un monde aujourd'hui où il y a très peu de barrières à l'entrée, des concurrents qui s'arrachent des positions. Bon, moi je parle du digital parce que c'est ce que je connais, mais voilà. En gros, si vous remplissez pas les cases seront remplies par quelqu'un d'autre. Donc mettez-vous en mouvement et investissez. Ouais, ça rejoint un épisode que j'ai fait sur l'application des neurosciences dans la vente, où on a parlé d'un biais cognitif, le biais cognitif de la perte, et d'expliquer en quelle perte on aurait si on n'adopte pas la solution qu'on propose à notre prospect. Je pense que c'est un driver encore plus puissant que le gain. Que le gain en fait. Ouais. C'est la peur de perdre est beaucoup plus motivante finalement qu'un gain potentiel parce que potentiellement quand on possède quelque chose et qu'on imagine le perdre, on ressent la souffrance que ce serait de le perdre. Ouais. Alors que quand on n'a pas quelque chose, on a du mal à s'imaginer les émotions qu'on va ressentir quand on les aura, quoi. Donc c'est là effectivement que ça devient intéressant de jouer sur cette opportunity cost, tout en restant toujours le plus factuel possible et en y injectant finalement de l'humanisation, de l'émotionnel pour bien faire comprendre finalement qu'on a conscience des enjeux de nos clients et qu'on veut en toute amitié les aider à se mettre en mouvement pour éviter qu'ils aient à perdre quelque chose. D'accord, très bien. Bon, bah, super. Merci d'avoir été synthétique sur ces 7 histoires, mais c'est très clair. Est-ce que tu veux qu'on aborde un peu, là on est à 35 minutes d'épisode, est-ce que tu veux qu'on aborde un peu des bonnes pratiques dans l'inbound marketing? Je ne sais pas si tu as des petits conseils, des petits tips à donner aux auditeurs. Bon, c'est une question un peu vaste que je te pose. Ouais, c'est vrai que c'est une question un peu vaste et en plus qui est afférente finalement moi à un sujet donc que je maîtrise puisque je vends de l'inbound marketing au quotidien et donc je vends l'expertise inbound au quotidien. Maintenant voilà, je n'ai pas particulièrement de best practice à donner sur la partie inbound marketing. Par contre, je pense qu'il peut être intéressant effectivement de lier deux concepts sur lesquels on travaille beaucoup, à savoir donc l'inbound sales et le storytelling dans la vente. C'est ce que je te disais au début finalement de notre conversation. L'inbound marketing, c'est créer un dialogue avec ses prospects en utilisant les outils digitaux qui sont à notre disposition. Donc créer un dialogue où on va venir produire des contenus d'expertise qui vont aider les acheteurs potentiels à faire leur travail au quotidien, leur donner des best practices, leur donner des conseils. Tout ça, je dirais, dans une logique purement win-win, puisque d'une certaine manière, vous pouvez écrire pléthore de livres blancs sans rien demander en retour. Donc finalement, vous donnez votre expertise simplement dans l'espoir que la personne vous recontactera le jour où elle est prête à vous contacter. Et finalement, le jour où elle est prête à vous contacter, elle vous connaît déjà. Elle connaît votre expertise, elle a lu vos contenus, vous l'avez déjà aidé. Moi, ça m'arrive des fois d'être au téléphone avec des gens qui me disent, voilà, j'ai découvert votre agence en 2013, c'est vous qui m'avez fait sur l'inbound, ça fait 6 ans que je lis les contenus de votre boss. Une personne comme ça, au bout d'un moment, je vais pas lui répéter ma plaquette, quoi. Elle me connaît, elle sait ce que fait l'agence, elle connaît nos cas clients, tout ça, elle l'a déjà. Cette matière, elle l'a déjà. Et si je rentre dans un argumentaire vraiment de présentation commerciale de base, la personne va s'endormir parce que ça fait 6 ans qu'elle sait déjà ce que je suis en train de lui dire. Donc l'objectif, c'est là que les 7 stories deviennent intéressants. C'est-à-dire que vos commerciaux en B2B doivent comprendre et connaître et maîtriser l'intégralité de votre production de contenu. Vous devez même les solliciter pour la diffusion de vos contenus sur des pratiques de social selling, etc., pour qu'ils puissent vraiment s'imprégner de cet actif qui les aide au quotidien à devenir plus percutants. Et dessus, vous venez y brancher des 7 stories. C'est-à-dire que vous faites un espèce de mix entre vos contenus d'expertise et vos histoires concrètes pour venir illustrer pourquoi vous êtes un partenaire business cohérent. Et je peux vous garantir que vos commerciaux, ils sentiront la différence, quoi. Ouais, on a parlé aussi sur un épisode du rôle du commercial aujourd'hui et on a eu justement, donc c'est Jean-François Lascaux qui nous a expliqué qu'aujourd'hui finalement le commercial c'est aussi quelqu'un qui fait du marketing malgré lui, enfin en tout cas qui doit être marketeur pour poster du contenu, pour parler à ses clients autrement que par l'outbound justement. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord avec ça parce que si tu veux,
Moi, pour moi, le gros défaut que je vois sur le métier du commerce, alors ça, après, la faute à qui, faudrait voir, hein, est-ce que c'est les écoles de commerce ou est-ce que c'est simplement la France qui a une philosophie comme ça, c'est que on a toujours l'impression que le commercial, c'est quelqu'un qui, justement, raconte des histoires, mais alors là, je le dis dans le sens carabistouille, quelqu'un qui va venir, venir être un peu roublard, raconter n'importe quoi pour aller chercher sa prime. Moi, je crois que voilà, un commercial qui fait ça aujourd'hui, c'est un commercial qui sera au chômage dans 3 ans, quoi. Le vrai commercial, il a un rôle vraiment d'accompagnement, de diagnostic. Il y avait une phrase en fait qui est dite par Phil Jones dans un livre que je conseille aussi beaucoup, qui s'appelle Exactly What to Say, qui dit qu'en fait le commercial B2B, il doit être catalyseur de mise en mouvement. Voilà, c'est ça que vous devez être. Il y a quelqu'un qui vient vous soumettre une situation A, vous devez comprendre la situation A, vous devez comprendre qui il est, vous devez comprendre ses motivations personnelles et ses motivations collectives, vous devez comprendre ses enjeux et ses enjeux collectifs, et derrière, vous devez catalyser sa mise en mouvement, accompagner sa prise de décision, et ça se fait uniquement par à la fois de l'honnêteté intellectuelle, savoir dire non, c'est pas moi la bonne boîte pour vous accompagner quand c'est le cas par exemple, non, ma solution n'est pas adaptée à votre problématique. Ouais, c'est vraiment, ça passe par cette honnêteté intellectuelle, par cette relation partenariale. Voilà, le commercial pour moi 2.0, c'est à la fois un marketeur qui sait faire de la veille stratégique, capitaliser sur les contenus que son marketing lui produit, et venir aussi réagir sur les différentes plateformes social media, etc. pour se créer des opportunités lui-même. Ça doit être quelqu'un qui maîtrise la production, qui maîtrise ses solutions, qui doit connaître les forces et les faiblesses finalement de son entreprise par rapport à son marché. Ça doit être quelqu'un qui a une posture également de consultant pour savoir conduire des diagnostics en profondeur et venir vraiment comprendre et maîtriser les enjeux. Et ça doit être surtout un catalyseur de mise en mouvement. Et ça se fait par la connexion de façon intime, et ça passe par les 7 Stories, quoi. Bon, génial. On va bientôt conclure l'épisode. Est-ce que ça c'est donc les 2 dernières questions, je les pose à chaque invité. Est-ce que toi tu as des outils que tu utilises au quotidien ou des habitudes qui t'aident dans ton boulot quotidien que tu peux partager aux auditeurs? Ça peut être des logiciels, ça peut être des habitudes de vie ou... En fait, ouais, moi, alors je veux pas particulièrement parler de solutions logicielles parce qu'en fait, nous, on a une philosophie, c'est de dire que ce qui compte, en fait, c'est pas la carrosserie. Donc, de la même manière que je disais tout à l'heure, qu'on n'est pas particulièrement maqué au-dessus des solutions qui font la même chose pour moins cher, par exemple. Moi, je considère voilà que c'est pas l'outil qui fait le travail, hein, c'est ce qu'on met dedans. Si je devais moi donner une bonne pratique qui m'a été finalement imposée quand je suis arrivé chez 1 minute 30 parce que ça fait partie de notre contrat de travail et de nos process, c'est la rédaction en fait de contenu. Il faut produire des contenus, il faut écrire, hein, il faut écrire, lire et écrire. Voilà. Faire de la veille stratégique, lire des contenus, s'informer, lire des livres, les traduire, les partager à vos amis, les commenter, demander aussi à vos amis de vous faire des retours sur vos publications. Essayez de vous challenger intellectuellement à prendre la parole sur un certain nombre de sujets. Mettez votre pensée à l'écrit, publiez-la, rebondissez sur les commentaires de votre audience et puis progressez au quotidien par l'utilisation des stratégies de contenu que vous vous appliquez à vous-même. Voilà. Ouais, ça me fait sourire que tu dis ça parce que c'est vrai que moi aussi je mets beaucoup l'accent à mes jeunes commerciaux pour qu'ils produisent du contenu, notamment écrit. Et c'est pas toujours évident, alors parce que ils ont un peu peur aussi de la réaction des gens, mais c'est vrai que c'est une bonne habitude à prendre. Et c'est là qu'on se rend compte finalement une des qualités qui va être de plus en plus demandée chez les commerciaux. Finalement, c'est la rédaction, c'est la capacité à réfléchir, à écrire sur un sujet et à bien écrire. Et ça, c'est intéressant comme feedback, comme retour. Ouais, absolument. Moi, je suis assez persuadé que l'avenir de la profession commerciale, c'est la pensée complexe, en fait. Ouais. C'est s'inscrire finalement dans ce monde où tout est interconnecté, tout est digitalisé, tout va très vite. Le commercial qui survivra, ce sera celui qui aura adopté la mécanique intellectuelle de toutes les semaines aller se chercher du contenu intéressant, lire un bouquin par semaine, sans faire des fiches pratiques, écrire des articles, etc. C'est pour moi vraiment enfin, moi en tout cas c'est ce qui m'a aidé à devenir DIRCO à 26 ans, quoi. Donc s'il y a des petits jeunes qui nous écoutent, bouffez du contenu, les gars. lisez, et c'est comme ça que vous performerez.
Ouais, tu m'avais dit en off, effectivement, que tu étais devenu DIRCO à 26 ans. Ça, c'était assez incroyable. Hein, bravo. Je te remercie. Dernière question, est-ce que tu as donc tu nous as parlé d'un bouquin au début de l'épisode, est-ce que tu as d'autres bouquins à conseiller, notamment là on est fin août, donc on peut encore lire pas mal. Ouais, bien sûr. Bah, écoute, moi j'en ai ramené 2 avec moi. Donc le premier, c'est celui que j'ai quand même qui m'a grandement inspiré ma formation sur les 7 Stories, donc qui s'appelle 7 Stories Every Salesperson Must Tell. Okay. Donc que vous retrouverez bientôt traduit en français et édité par 1 minute 30 Publishing, donc notre maison d'édition. Ah, c'est vous qui allez l'éditer. Qui sera donc diffusé. Donc on va faire venir Mike Adams qui est l'auteur, on va organiser une conférence, on va essayer vraiment de commercialiser son bouquin en France, parce que c'est vraiment un petit bijou qui est un peu passé inaperçu dans le monde francophone, comme ça arrive souvent finalement avec les auteurs anglophones. Et donc voilà, on va vraiment conseiller finalement la lecture de ce bouquin qui est une vraie mine d'or. Et d'ailleurs pas que dans la vente, tout le monde a besoin de raconter des histoires. Et c'est pour ça que tout le monde le fait, en fait. Voilà. Ouais. Et le deuxième que je voudrais conseiller, donc ça s'appelle Exactly What to Say. Et donc c'est les mots magiques pour l'influence et l'impact. Donc là on est vraiment sur des conseils très pratico-pratiques. En gros, le bouquin il est composé, je crois, de 23 ou 24 formulations. Donc c'est vraiment des formulations très très concrètes. C'est vraiment comment construire vos phrases pour maximiser leur impact et maximiser l'influence que vous avez sur vos interlocuteurs. Et c'est vraiment des petits conseils pratico-pratiques qui, encore une fois, quand vous les lisez, vous vous dites bah oui, mais c'est bien sûr. Mais encore une fois, voilà, il faut se discipliner, il faut les apprendre par cœur. Après, il faut commencer à les utiliser. Je vais l'illustrer comme ça. À un moment donné, vous voyez, il dit il y a la formulation qu'on connaît tous. Il y a 2 types de personnes sur Terre, quoi. Voilà. Il y a 2 types de personnes sur Terre, et puis vous dépeignez une situation et une autre, ce qui obligatoirement suggère à votre interlocuteur qu'il doit être le bon type de personne. Et donc voilà, vous pouvez dire par exemple il y a 2 types de personnes. Il y a ceux qui performent tous les jours parce qu'ils racontent les 7 Stories, et puis il y a les autres, quoi. D'accord. Alors c'est marrant parce que il y a un épisode que je prévois très bientôt là qui va être sur le copywriting avec Yann Lenaine. Et du coup, on va parler justement de ce sujet. Quoi dire, que dire dans les mails, dans les messages sur LinkedIn, etc. Que dire exactement. Donc écoute, je le suivrai avec intérêt. Ouais. Bah, écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Super, on a respecté le timing. Merci beaucoup, Gabriel. Où est-ce qu'on peut te joindre si jamais les auditeurs veulent te contacter ? Bah, écoutez, n'hésitez pas, 1minute30.com. Donc c'est moi sur la homepage. Vous pouvez tomber directement sur ma ligne directe ou prendre rendez-vous avec moi sur mon agenda en ligne. Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn évidemment, et voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement si vous voulez parler de la vente B2B, des 7 Stories, ou si vous avez des problématiques communication, marketing et vente à 360 degrés. Ce sera un plaisir pour moi finalement de discuter avec vous sur vos enjeux business et de vous accompagner dans la réalisation de vos projets les plus fous. Bon, super, merci encore Gabriel, et puis on publiera ça sur les différents réseaux sociaux, cet épisode, et n'hésitez pas à noter 5 sur 5 sur iTunes, ça permet de monter dans les classements. À bientôt Gabriel. Merci Alexandre, à bientôt. Salut. Voilà, cet épisode des Héros de la Vente est fini, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez continuer à apprendre sur le thème de la vente, vous pouvez consulter gratuitement du contenu sur mon site web vive.fr. Vous y trouverez des e-books à télécharger en accès libre. N'hésitez pas aussi à me contacter sur LinkedIn pour me proposer des sujets ou des idées d'interview, ou simplement si vous avez des questions ou un feedback à me donner. Enfin, afin que ce podcast se fasse connaître, vous pouvez le noter 5 sur 5 sur iTunes pour que je puisse monter dans les classements. C'est vraiment important. Merci et à la prochaine!